Là, on est parti pour une demi-heure avec deux éditeurs. Caroline Ripoll, qui est là, chez Albin Michel. Ça va, Caroline? Bien, toi? Ouais, impeccable. Et Pierre Biziou, pardon, de chez Matin Calme. Vous êtes là, Pierre? Bonjour. Ah, je ne voyais pas. Tout à fait. Est-ce qu'on commencerait pas par Caroline, peut-être? Par les polars français, puis on finira avec la Corée. Et puis après, vous pouvez aussi discuter entre vous. C'est pas interdit. Caroline, pour commencer, bon, toi, tu es éditrice chez Albin Michel, Oui, notamment des polars français. essentiellement, enfin, du noir Essentiellement. français au sens très large. Ouais. Justement, j'allais poser la question, est-ce que tu as une ligne éditoriale très marquée ou est-ce que c'est aussi au gré de tes rencontres et des textes que tu peux recevoir? On verra après comment tu décides, comment tu vas à la pêche au manuscrit. Alors, en fait, moi, quand j'arrive chez Juste, Albin, pardon, et juste avant, on aura aussi Nadège Agulot. Alors, je pense que ça sera par une petite vidéo. En plus, on va essayer de la lancer. On va essayer de faire. Bon, c'est très technique, donc voilà, on essaiera. Mais voilà, pardon, excuse-moi, Carole. non, pas de problème. Non, alors en fait, quand je suis arrivée chez Albin Michel, c'est quand même une maison qui a une histoire dans le roman policier, roman noir, qui est très ancienne. Alors, il y a eu d'autres collections avant, une qui a été emblématique, c'était Spécial Suspense, Ouais. qui aujourd'hui a disparu, parce qu'à la fin, c'était devenu plus que la collection de quasiment que des étrangers d'ailleurs, alors qu'il y a eu des Français. Granger a été découvert dans cette collection-là, par exemple. Et donc, elle a aujourd'hui disparu. Le noir n'est pas chez Albin, ce n'est pas une collection. C'est-à-dire qu'avant toute chose, on publie des auteurs et qui ont une couleur noire, alors après dans le registre assez large. Voilà. Historiquement, c'est plutôt du noir thriller qu'il y a chez Albin Michel. Donc, il y a forcément cette ligne dans laquelle moi je m'inscris aussi parce que ça fait partie de l'ADN de la maison. Mais en même temps, je vais vraiment sur tout le champ du noir, c'est-à-dire qu'il y a le thriller qui va être, on va dire, ce qui va être de plus emblématique, mais en même temps, je peux faire de la comédie policière avec Sophie Hénaf. On a également, j'ai du roman noir. J'ai quand même pas mal de romans noirs également, romans noirs sociaux avec une orientation qui va être plutôt aventure, qui va être plutôt rurale en fonction, du suspense psychologique également. Donc vraiment, quand je dis je balaye le champ du noir, Albin Michel est une maison très généraliste. De la même manière, dans ce registre-là, il faut que ça soit généraliste, en fait. Il faut que ça représente. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une ligne Bien entendu, c'est évident que ce que je fais chez Albin n'est pas exactement la même chose que faisait la personne avant moi ou d'autres encore avant. Je dois avoir deux, trois tropismes qui peuvent se retrouver de façon assez évidente, que ce soit dans des thrillers voilà, qui va être des sujets qui peuvent être l'écologie, un questionnement sur la société ou les sociétés qu'on va retrouver. Je pense que la part, et de toute manière, je pense que ça a beaucoup évolué aussi sur le thriller de façon générale. Je pense que le thriller qui thrille pur aujourd'hui, les gens ont besoin de fond. Concrètement, ils ont besoin de. Voilà. Et donc voilà. Donc à la fois, j'ai une ligne qui est très large. Et si on cible titre par titre, c'est assez facile de voir quand même à l'endroit où je me situe. Et voilà. Mais c'est vrai que tu as une palette, tu parlais de Sophie Hénaf, oui, on part de la comédie policière à Complètement. Granger, en passant. Ouais, c'est très très vaste. Comment tu arrives voilà, aller chercher ces textes bon, après là, c'est des auteurs qui sont déjà là. Alors, il y en a qui sont déjà là. Après, en fait, sur les nouveaux, c'est-à-dire que, en gros, je vais publier au maximum une dizaine de titres par an. Parce que comme ils s'inscrivent dans la littérature générale au sein d'Albin Michel, voilà, il faut qu'il y ait de la place pour tous. Et surtout, je veux pouvoir laisser une place à chacun. Et donc, l'idée étant quand même au maximum de ne pas publier des textes qui vont se cannibaliser. Ça ne sert à rien que je mette deux thrillers qui vont sensiblement toucher le même lectorat
En même temps, c'est pas, je peux multiplier, mais je ne vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'accompagner les auteurs, de les faire grandir, évoluer. Et puis, voilà. Je n'ai pas forcément une politique de un auteur tous les ans non plus. Enfin, le même auteur qui revient tous les ans, plutôt, de la récurrence annuelle. Certains auteurs longs, qui sont plutôt des auteurs historiques comme Maxime Chatham. Après, sur les autres, si ça ne s'y prête pas, je pense qu'on publie déjà tous énormément et que faire revenir un auteur tous les ans pour le faire revenir tous les ans n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ouais. Et ensuite, après, oui, il y a ce qui m'arrive, c'est ma sensibilité. Il y a à la fois ce dont on a besoin. On a besoin parfois à des moments, c'est un peu plus creux sur tel registre, il y a besoin d'étoffer. C'est vrai que mon regard, je vais peut-être être un peu plus appuyé parce que je sais que c'est peut-être ce dont j'ai besoin pour équilibrer les parutions. Et puis après, voilà. Et après, il y a le coup de cœur qui fait qu'à un moment donné, sur certains textes, où je me dis, ouais, là, il y a une voix qui m'intéresse, il y a une thématique, voilà. Et il y a aussi une chose qui est importante, parce que tu travailles avec des auteurs français, et c'est la différence avec Pierre Guizou, c'est tout le travail d'accompagnement aussi. Alors pas quand tu reçois un manuscrit, on a tous le fantasme du manuscrit génial qui arrive par la poste, mais là, Non, toi, il y a alors un par vrai contre, travail. je suis quand même assez prudente sur le manuscrit où on se dit il y a un truc super, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est quand même risqué. Parce que, en fait, quand même, malgré tout, normalement, quand le premier arrive, c'est quand même mieux qu'il soit déjà à 90% abouti. Sinon, il y a quand même des risques que le second, il n'aboutisse jamais vraiment. C'est, voilà. Euh, donc, voilà, enfin, tu parlais du travail d'accompagnement éditorial sur le texte. Ouais, Alors, en fait, je crois que je m'adapte énormément aux besoins des auteurs avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que je crois que chaque auteur est une personne, chaque auteur a des besoins. J'ai des auteurs qui ont besoin de me parler de projets en amont, même qui eux-mêmes sont en train d'hésiter entre deux projets différents parce qu'ils sont, voilà. Et en fait, donc, ça peut commencer à ce moment-là. Et bon, voilà. Après, j'en ai qui vont me proposer éventuellement un scénario. Alors moi, comme je dis, bon, à la limite, je préfère pas savoir la fin tant qu'à faire, surtout quand c'est du noir ou du thriller, parce que ça spoil un peu. Mais parfois, souvent, c'est pour les rassurer, en fait. Enfin, moi, j'estime qu'en tant qu'éditeur, on fait quand même souvent le miroir de ce qu'ils savent déjà. Et on les accompagne, ça leur permet, voilà, ça leur permet de dire oui. Moi, souvent, quand je dis, bon, là, ton personnage, on l'a un peu perdu, tu es sûr qu'il était bien utile. Et ouais, justement, je l'aimais bien, je me doutais qu'il y avait un petit truc. Bah ouais, bah bon, voilà. Et voilà, donc certains, j'ai vraiment un accompagnement ça dépend des besoins. Il y en a qui m'envoient le texte, c'est fini, c'est la fin, enfin, il est terminé. Et puis après, on travaille ensemble. Et là, je fais leur retour, un travail classique d'éditeur. Enfin, je pense que voilà. ouais, c'est au cas par cas. C'est vraiment du cas par cas, ça dépend. Et puis pour le même auteur, en fonction de plein de choses, en fait, de comment a marché ou pas marché le précédent, comment il est dans sa vie, tout simplement, comment le besoin ne va pas être le même. Parfois, ils ont juste besoin d'être rassurés à un moment donné, parfois, ils se perdent dans quelque chose pour X raisons, et puis finalement, oui, ils ont besoin finalement de ce qu'on leur dise, là, je pense que là, dès le départ, on sent que tu n'y es pas, et en fait, souvent, mais enfin, moi, je trouve que quand même les auteurs savent. Après, nous, on fait ce miroir-là, en fait. Ouais, oui, oui. Après, oui, parfois on sait et puis on n'a pas envie. Mais, Non, mais après, c'est là on où. se cache un peu. Oui, voilà. Et donc, bon, et après, après, là, c'est au rôle de l'éditeur d'arriver à. Je pense qu'on peut tout dire, en fait, et qu'il faut surtout tout dire à un auteur. Et après, tout est dans la manière de le faire. Je pense que ne pas aller au bout, ne pas dire à un auteur, là, je ne crois pas. Là, même si on sent qu'il est plus fragile, je pense qu'un jour ou l'autre, ça se retourne contre tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Et au-delà de l'accompagnement sur le travail d'écriture, enfin sur le texte, après, il y a aussi un travail, tu es aussi présente avec eux quand il faut faire la promo, quand ils vont se déplacer en librairie, en Oui. salon. Est-ce que tu as des expériences comme ça? Oui, alors bon, c'est vrai que chez Albin Michel, on a un service qui s'occupe très très bien des relations avec les libraires et les salons. Après, moi, je suis quand même très présente et j'essaie, tant que faire se peut, et en fonction aussi
mon temps personnel, mais de les accompagner pour plein de raisons, parce que je trouve que c'est bien de savoir où on les envoie, de Ouais. rencontrer les gens qui les organisent, parce que souvent, c'est des super rencontres et que je trouve que c'est bien aussi que les éditeurs s'intéressent à ce côté-là. Et puis, on ne crée pas les mêmes relations avec les auteurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, qui se débloquent en salon, en fait. Il y a des choses il y a des rencontres qui se font et parfois sur les premiers romans. Le premier roman, on peut avoir c'est un coup de foudre sur un texte, mais il n'y a pas tant de boulot que ça. Donc, en fait, on se rencontre, mais on peut déjeuner, tout ça. Mais au moment où on passe dans un salon, c'est du temps ensemble, c'est une discussion sur, euh, sur leur projet, et Et puis, à il y a toujours l'étranger, des intervenants intéressants, les modérateurs. Il y a toujours, c'est des rencontres qui sont riches, en fait, et qui sont intéressantes pour tout le monde, je pense. et à l'étranger aussi, il t'arrive d'accompagner des auteurs traduits Alors ou c'est non, plus difficile, ça? non, parce qu'on a un service quand même qui s'occupe des droits étrangers. Et on a un très bon service chez Albin. Donc, quand il y a besoin, souvent les auteurs, ils vont seuls. Et en polar, ils ne sont pas tant que ça invités. D'accord. Alors, plutôt sur les pays limitrophes, un peu plus quand même. Sur l'Italie. Mais bon, ceux qui sont invités sont quand même des auteurs assez indépendants qui bougent aussi seuls, qui ont leurs habitudes. Et voilà, après, moi, je suis ravie. Hein, si on me propose d'y aller, moi, j'y vais. Hein, je suis tout à fait prête à aller n'importe où dans le monde pour. J'imagine, j'imagine. Merci Caroline. Pierre, de votre côté, alors là, c'est complètement autre chose. C'est pas du tout le français, c'est la Corée avec Matin Calme. Comment vous est venue cette idée de lancer cette maison et pourquoi spécifiquement la Corée du Sud? Alors, il faudrait brancher les micros de Pierre ou en langage des signes. On s'en occupe, pardon. Faut que je le retrouve dans la liste. Il y a beaucoup de monde. Voilà, pardon. Ça y est, je pense que c'est bon. Ouais, ça y est. Ouais. Ouais. Pardon, j'ai perdu la question depuis. C'était quelle Pourquoi était ton question? Ouais, pourquoi? Pourquoi Pourquoi Matin Calme en fait? Ouais, en fait, moi, j'étais directeur du Serpent à Plume, qui était une maison de littérature générale auparavant. Et dans ce cadre, j'avais déjà rencontré un peu des auteurs coréens. Et à titre personnel, j'étais aussi en co-traduction sur un certain nombre d'ouvrages coréens, puisque c'est une spécificité française. On traduit le coréen à deux personnes, un coréen, un français, une coréenne, un français. Et donc, avec Choi Kyung-man, j'avais déjà pas mal traduit, dont un certain auteur de polar. Et j'étais tombé sur un papier du Guardian qui parlait du polar coréen comme étant le nouveau canon nordique, voilà. Et il se trouve que les auteurs cités étaient des auteurs soit qu'on avait traduit avec Kyung-man Choi, soit qu'on avait rencontrés et avec lesquels il y avait déjà des contacts. Et donc, je me suis dit, ce serait sympa de faire au sein du Serpent à Plume une collection de polar coréen. Et puis, on était au sein de La Martinière Le Seuil, il y a eu le rachat par Média Participation, etc., etc. Ils ont souhaité se séparer du Serpent. Et donc, c'est là où j'ai décidé d'en créer une maison spécifique basée sur le polar coréen. D'accord. Et ouais, donc du coup, ça n'a pas été trop compliqué pour vous de trouver des textes. Vous aviez déjà une connaissance assez fine des auteurs. Comment vous avez choisi le premier, le deuxième pourquoi cet auteur-là, cette autrice? Le premier, c'était une femme, si je ne m'abuse. Je crois qu'on a perdu Pierre. On peut lancer Nadège Agulot, du coup? Donc, Agulot Édition, on a publié nos 3 premiers titres en mai 2016. 3 premiers titres c'était 2 titres de noir, un polar italien, un politique fiction roumain, et le 3e était un roman fantastique d'imaginaire russe. Déjà, voilà, ça donnait un peu le ton de la maison. En fait, c'est vrai que dès le départ, l'Europe a été pour nous un continent
riche de littérature contemporaine qui n'était pas connue en France. On avait le sentiment que on connaissait les classiques littéraires, notamment d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, mais que la littérature contemporaine de genre n'était pas assez présente en France. Et c'est vrai que ce travail a été pour nous une source ça a été vraiment un plaisir de pouvoir chercher des territoires où, et il faut aussi le dire, à l'époque, peu d'éditeurs français étaient sur ces territoires-là, parce qu'on associait souvent les genres, notamment le polar, à des territoires comme par exemple la langue espagnole ou la langue anglaise, et c'était des genres qui commençaient à émerger en Europe de l'Est, Europe centrale. Alors dans une autre vie, j'ai été responsable des sessions de droit et j'ai été en charge de ces territoires-là. Donc c'est des territoires que j'ai visités, la Pologne, la Russie, la Tchéquie, la Hongrie. Et c'est vraiment, alors là, je vous parle il y a 20 ans, c'est vraiment des territoires où j'allais un peu à reculons, post-communiste, tout gris. C'était dans mon imagination, dans mon imaginaire de fille française qui bossait pour un éditeur anglais et qui n'avait jamais mis les pieds là-bas. Et de là, en fait, j'ai été émerveillée par cette zone géographique-là. Et donc, c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que cette littérature contemporaine de genre n'était pas présente en France. Donc, il y avait comme un genre de manque dans le marché français. Et voilà. Et donc, qu'on a comblé en commençant à publier donc des auteurs, notamment, par exemple, slovaques, roumains, polonais, qui écrivaient du noir. Donc la façon pour nous de prospecter, de défricher ces territoires, elle se fait de plusieurs façons. On se rend régulièrement aux salons internationaux du livre, notamment celui de Francfort, qui est le plus grand au monde. On rencontre là des éditeurs ou des agents et on travaille aussi très bien avec les centres nationaux des livres étrangers qui vont nous présenter les auteurs qui publie, qui écrit dans le genre que l'on peut chercher, mais aussi les traducteurs qui peuvent aussi nous faire des propositions. Maintenant, on commence à être identifié en termes d'éditeurs, donc notamment de genre associés à des territoires moins couverts par les autres éditeurs français. Donc voilà, on peut aussi recevoir des propositions de traducteurs. Voilà. Donc voilà. Alors, on pourrait dire que notre ligne éditoriale est politique. Alors, au sens politique grec, c'est-à-dire l'interaction d'êtres humains dans une société de données, les uns avec les autres. On se rend compte que quel que soit le genre de nos livres, on a toujours en exergue ou en fond ou en... C'est pas vraiment... Excusez-nous, est-ce que vous Oui, pourriez c'est ça, c'est une taxe. Maintenant, c'est vrai que... Philippe, s'il te plaît, si tu pouvais couper ton micro, je reconnais ta voix. Pardon. Merci. Oh, c'est des frais qu'il doit faire pour... Ok. Ok. Les petits aléas du direct. Est-ce qu'il a... Oui, désactiver le son. C'est fait. Pardon, on reprend. La pauvre Nadège, on lui a coupé la parole. On reprend juste un petit peu avant, donc où elle... Voilà. Au bout de 7 ans de publication, on s'est rendu compte petit à petit que finalement, on pourrait dire que notre ligne éditoriale est politique. Alors, au sens politique grec, c'est-à-dire l'interaction d'êtres humains dans une société de données, les uns avec les autres. On se rend compte que quel que soit le genre de nos livres, on a toujours en exergue ou en fond ou en dans chacun de nos
nos titres, une histoire, l'histoire d'un pays, d'une communauté. Quand on choisit un livre chez nous, on choisit presque autant l'auteur que le texte. C'est-à-dire que tous nos auteurs sont porteurs d'une histoire, d'un message. Alors, on parlait tout à l'heure d'avoir publié le premier roman noir croate en France. On avait aussi publié le premier roman noir slovaque en France, qui s'appelait Il était une fois à l'Est, et qui est un genre de western à sauce slave qui dénonce la corruption rampante en Slovaquie. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment voilà de montrer, de faire découvrir aux lecteurs français cette Europe qu'on connaît finalement, qu'on connaît pas. On n'en connaît pas les problématiques, on n'en connaît pas l'histoire. Et pour nous, le roman noir, c'est un merveilleux genre justement pour rentrer dans ces sociétés, ces communautés, de mettre le doigt là où ça fait mal. Donc on a aussi des auteurs polonais qui vont dénoncer les travers de la société polonaise, qui peuvent être par exemple l'homophobie, les violences faites aux femmes, l'alcool. Donc ça c'est Wojciech Śmierlas. On a publié récemment un autre roman, et c'est une série de romans polonais qui s'apparenterait plutôt au thème du cozy crime, qui est très en vogue, bon, avec des auteurs plutôt de langue anglaise ou même maintenant asiatique, coréenne, je crois. Et là, c'est un duo d'auteurs qui est donc polonais, qui sont mariés à la ville, mais ils ne... Alors là aussi, on abrège un petit peu pour respecter le temps imparti. Encore une fois, vous retrouverez l'intégralité de l'entretien avec Nadège Agulot pour passer à la dernière partie qui va intéresser tout particulièrement les libraires, puisqu'elle nous parle de diffusion et de distribution et de tournée d'auteurs, si ma mémoire est bonne. Voilà, je la lance. Est distribué par Interforum et en fait diffusé par l'équipe Volumen chez Interforum, donc qui diffusait précédemment Le Seuil. Donc nous sommes en librairie en France, en Belgique, en Suisse, et aussi donc plutôt aussi en librairie étrangère. Alors là, notre travail auprès des librairies étrangères francophones, il est peut-être c'est encore une activité qu'il faudrait qu'on développe plus. Bon, on est actif sur les réseaux sociaux, on a un site internet, on a aussi une newsletter, mais bon, c'est toujours voilà. On est une maison d'édition indépendante avec une toute petite équipe, donc on est toujours en train de courir justement après le fait d'être plus connu et comment faire pour être plus connu et de plus en plus loin de chez nous. Autrement, pour nous, ce qui est très important, comme les auteurs ce que j'expliquais tout à l'heure, comme les auteurs qu'on choisit sont souvent vraiment porteurs de messages forts, pour nous, c'est important qu'ils viennent à la rencontre des lecteurs, et on essaie d'organiser au maximum leur présence en France, que ce soit sur des salons, que ce soit en tournée en librairie. C'est vraiment important pour nous de mettre de pouvoir mettre en commun, enfin que les lecteurs français soient là pour poser des questions. Souvent, on se rend compte que les questions, elles dépassent le cadre du roman. Elles vont souvent ensuite s'élargir sur le pays d'où l'auteur vient, le mode de l'anecdote historique, etc. Je vais revenir à Pierre et lui demander quel a été l'accueil en librairie justement. Est-ce qu'on vous a pas pris un peu pour un fou comment les libraires vous ont accueilli quand vous avez présenté Matin 4? Donc, quand on est arrivé en librairie, alors déjà, on est distribué également par Interforum, hein, donc voilà, ça c'est pour la base, et donc c'est bien présenté. Il se trouve que quand on s'est lancé, on était juste dans le sillage de Parasite. Donc je pense qu'il y avait un bon moment pour la culture coréenne à ce moment-là, puisque voilà, je crois qu'il venait d'avoir le prix à Cannes et il avait pas encore l'Oscar. Voilà, on était au bon moment. Donc Sancho de Kim Un-soo et Bonne Nuit Maman de Sommier, qui étaient nos deux premiers titres, ont été très 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 bien accueillis. Vraiment, c'était très agréable. Après, la période Covid a été plus compliquée puisqu'on n'était pas du tout connus et que c'était très difficile d'aller vers les libraires, même les
diffuseurs à l'époque ne circulaient plus, etc. Donc voilà, on a eu un petit peu de mal. On essaie de compenser, comme disait Nadège Agulot, on essaie de compenser par les réseaux sociaux, tous, hein, autant qu'on peut, mais c'est pas aussi satisfaisant. Depuis 1 an à peu près, les auteurs commencent à revenir en France. Donc déjà, pour les libraires français, c'est très important, puisque en France, en Belgique, on a fait pas mal de tournées en Belgique, avec notamment avec Sommier. Et puis, Quai du Polar soutient aussi la maison. Donc, on a Sommier qui est venu à Quai du Polar l'an dernier, et Tchungbora qui sera à Quai du Polar cette année. Donc voilà, quand on commence à pouvoir faire venir les auteurs, ça change vraiment beaucoup, beaucoup. Et, Ouais, ça change tout, en fait. Ouais, et on C'est sûr essaye de que faire c'est toujours, autre chose. voilà, on va en province, on va en Belgique quand ça se présente, etc. Donc, c'est absolument nécessaire. C'est comme ça qu'on pourra faire connaître cette littérature. Et ça vous, pardon pour la question basique, hein, mais traduire du coréen, c'est pas traduire de l'anglais. Ça vous coûte pas trop cher à la base, parce que c'est quand même des budgets importants, la traduction, surtout de langues comme ça, un peu compliquées, moins répandues. Oui, c'est pas très simple, mais on a des aides de la Corée qui soutient beaucoup la culture. Ça fait partie du soft power coréen. Et donc, on a. Alors, les aides ont un peu baissé parce que malheureusement, la culture coréenne a beaucoup de succès, de plus en plus. Et donc, les aides qui étaient très importantes avant, parce que la France était un des gros pays traducteurs de coréen, maintenant se dispersent un peu partout. Et Tchungbora, par exemple, le Lapin Maudit qu'on publie, là, il est publié dans 18 pays. Donc, voilà, la culture coréenne a vraiment une grande place maintenant. Donc, les aides se dispersent un petit peu, mais on arrive encore à avoir quand même du soutien pour, je dirais, une traduction sur 2 à peu près. Donc, on est sur quelque chose de correct. Et Caroline, comment tu arrives à switcher ton cerveau et à passer de Sophie Hénaf à Patrice Guin, je ne sais pas. C'est quand même 2 univers très, très différents. Après, j'imagine que c'est aussi ça qui est intéressant. Est-ce que c'est le même travail avec les deux? Enfin, j'ai pris ces deux-là un peu au hasard, hein, mais oui. parce que je les aime bien. C'est les deux sur lesquels, les plus récents, mais sur lesquels je viens de travailler, parce que le Patrice Guin vient de sortir et le Sophie Hénaf va sortir. C'est peut-être pour ça que j'ai. C'est pour ça. C'est pour ça, parce que le Patrice Guin est sur mon bureau, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça. Non, en fait, je crois que je ne me pose pas cette question-là. Alors, très honnêtement, je ne me pose pas cette question comme ça. Ce n'est pas le même travail, mais en même temps, c'est comme passer d'un livre en tant que lectrice, quoi. Si je lis un roman, je ne sais pas, si je relis un roman plus intimiste, littérature générale, et que je passe à un polar et qu'ensuite je lis de la SF, ça se fait, enfin, je sais, ça se fait très naturellement, en fait. Je crois que j'ai pas besoin de me mettre en condition. Dans la même journée, je peux passer 1h30 à travailler avec Sophie, raccrocher, et passer 1h30 avec Patrice et raccrocher mon téléphone de la même manière. J'ai aucun problème. Et tu reçois beaucoup de manuscrits? On parlait du fameux manuscrit par la poste. Alors, Albin en reçoit beaucoup parce qu'il ne m'arrive pas forcément tous. Il y en a quand même qui arrivent beaucoup au service des manuscrits et ils ne me reviennent pas forcément directement. Ils sont quand même jetés, enfin, on ne va pas se mentir, hein, il y a quand même peu de manuscrits qui sont bons et on va très très loin dans la lecture. Après, moi, en nom propre, j'en reçois quand même pas mal. Alors, moins que juste après le Covid, où je pense que je suis arrivée à, je ne sais pas, peut-être 3 à 4 par jour, et ça a duré longtemps. Et c'était très dur, parce que c'était pas très bon. Il y avait que ça à faire, écrire. C'est ça, les gens ont trouvé quoi. Alors là, il y a plein de gens qui ont su bien s'occuper. Ça s'est nettement plus calmé depuis, mais j'en reçois régulièrement. De plus en plus, j'en reçois par les agents, et notamment pour des premiers romans. De gens qui n'ont même pas publié ailleurs, pas des gens qui font de la littérature et puis qui d'un seul coup se disent je vais faire un polar. C'est pas, non, vraiment des vrais premiers romans, de gens qui ont pas déjà un agent. Et de plus en plus. Là vraiment, je trouve qu'il y a une accélération cette dernière année qui est assez troublante en fait. On sent que les liens sont en train de se modifier, qu'il y a quelque chose dans le système qui se modifie, ce que je peux comprendre parce que le paysage éditorial vraiment global est
quand même très compliqué. La lecture à l'extérieur, je pense qu'elle est vraiment pas simple pour des auteurs. Et donc voilà, et forcément, j'ai aussi beaucoup de scénaristes quand même. Ouais, ce qu'on Et disait ça, en début de plus en d'intervention plus. avec Hélène. Ouais. Ouais. Et enfin, vraiment, voilà, c'est à la fois l'essor de la série, il y a quand même une répercussion qui est immédiate dans le polar. Hein. Ouais. C'est Ouais, très... ouais. Sauf qu'écrire un roman, c'est pas écrire un scénario. Non, c'est exactement ce que je disais à un agent, justement, il y a encore ce matin, en disant, bon, il y a un truc super, mais pour le moment, c'est encore un scénariste et c'est pas un romancier. Ouais. Et merci Caroline. Et Pierre, vous, comment vous choisissez? Vous en sortez combien par an? Du coup, puis comment vous les choisissez? On avait commencé avec 7-8 par an. Bon, là, récemment, on s'est lancé dans les webtoons aussi. C'est les mangas couleurs coréens. Donc, on a un petit peu baissé le nombre de polars chez Matin Calme. Mais sinon, le choix se fait. Alors, j'ai ma co-traductrice, Kyung-Han Choi, qui lit énormément et qui me propose beaucoup de choses. Je travaille un petit peu avec des agents, mais j'évite de tout miser sur les agents, on va dire, parce que c'est quand même des textes qui peuvent être un petit peu formatés, et ce qui me trouble toujours un petit peu. Ce qui est bon pour le monde entier, pas forcément celui qu'on cherche non plus. Voilà, donc on travaille avec des agents, on travaille avec des éditeurs en direct, puisqu'on a passé beaucoup de temps au début avec Irène Randanini, avec qui j'avais monté la maison, à Francfort et en Corée, à faire vraiment essayer d'avoir une vision exhaustive du polar coréen. Donc, on a vraiment une bonne base de fichiers sur tout ce qui existe aujourd'hui en Corée. Et puis après, par des traducteurs et des auteurs aussi, des auteurs coréens qui nous conseillent des camarades à eux. Et voilà, on se penche là-dessus avec plaisir. D'accord. Et ça sera intéressant d'avoir une autre discussion une autre fois sur les agents, je pense. C'est une nouveauté, ce que tu disais, Caroline, enfin, tous les deux, vous dites à peu près la même chose. Moi, je suis très surpris d'entendre que des gens qui n'ont pas encore publié ont déjà un agent. Ouais, c'est surprenant quand même. Enfin, ouais, après c'est des vraies questions à se poser aussi en tant qu'éditeur. Hein. Ça peut dire qu'il y a une défiance aussi auprès des éditeurs qui peut s'entendre. Et puis quand je dis aux éditeurs, c'est au sens large, c'est pas forcément en nom propre que je dis ça. Enfin, c'est de la représentation de l'éditeur en tant que de la maison d'édition, en fait. Ouais. Donc, il y a ça. Après, alors parfois, en fonction des situations, parce que je suis dans un groupe, ce qui est très différent quand on est indépendant, bien entendu, ça peut m'arranger de parler financièrement avec quelqu'un et de ne me concentrer que sur la relation, sur le texte, avec l'auteur. Le problème, c'est quand les agents se sentent éditeurs eux-mêmes. Et là, c'est là où ça devient très compliqué. Ça peut devenir vraiment très compliqué. Parce qu'ils ont un avis sur tout et parfois pas toujours à bon escient. Ouais, bah oui, non, mais ça me surprend toujours. Après, pour les traductions, enfin, à Pierre, c'est peut-être un peu différent parce qu'on a plus l'habitude pour des achats de droits et tout, qu'il y ait des intermédiaires. Et tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a vraiment des agents qui sont. Enfin, j'ai quelques agents coréens notamment qui sont vraiment très, très précieux et que j'adore. Mais c'est vrai que le rapport direct avec l'éditeur est aussi important. Voilà. Donc, il faut arriver à profiter un petit peu de chaque situation, je dirais. Et puis avec l'auteur, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on oublie aussi que c'est une relation entre un auteur et son éditeur ou son éditrice. Comme disait Nadège Agulot, même pour nous qui publions des étrangers, donc on ne retravaille pas le texte avec eux comme ça peut être fait chez Albin, évidemment. Mais donc, même avec ça, le rapport à l'auteur est souvent peut-être plus important même que le texte. C'est vrai qu'on travaille plus sur une œuvre d'auteur qui va prendre plusieurs livres et on est dans une relation de confiance et de construction avec l'auteur plus qu'un texte qu'on essaye de faire fonctionner comme ça, perdu tout seul. Non, c'est vraiment des auteurs et c'est aussi ce qui m'a attiré moi dans le polar coréen. C'est que vraiment, il y a des personnalités fabuleuses. C'est un très grand plaisir. Ça sera le mot de la fin. Je suis désolé, ça passe super vite, mais je suis obligé déjà de passer à la... On me fait des signes via le chat qu'il faut changer, qu'il faut passer à la partie suivante. Merci à tous les deux.